Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, coach des leaders et passionnée par le développement humain et les approches novatrices. Aujourd'hui, dans ce 67e épisode, on va parler de l'importance de l'humilité intellectuelle. Donc oui, j'ai pas choisi ce sujet par hasard, j'ai double raison. La première, c'est que j'essaye d'incarner la personne que je véhicule à travers ce podcast, à travers mes publications. Donc oui, dans certains cas, faire preuve d'humilité est nécessaire. Je l'incarne, des fois ça peut être à mon bénéfice, puis je vais te donner des exemples, puis dans certains cas, ça peut me nuire. Et je vais donner aussi d'autres exemples. Et c'est toujours intéressant de faire une pause et de dire, tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à ce que je veux prôner? Quelle est la valeur que je veux créer dans le monde? Donc oui, j'ai fait une pause, toujours pour être la meilleure personne qui puisse vous servir à travers ce podcast. Et j'ai même poussé la réflexion un peu loin. Je me suis dit, est-ce que, même le nom du podcast, est-ce qu'on va le changer? Oui, maintenant, j'accompagne plus les leaders et futurs leaders dans leur développement de leur posture et à travers plusieurs interventions. Donc je me suis un peu spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et bien sûr individuel à travers les personnes qui veulent travailler avec moi. Mais je me suis dit, tiens, est-ce que vraiment c'est cultive ton potentiel que je veux au bout de la ligne? Mais oui, ça m'a permis au moins de confirmer, c'est exactement le bon terme, les bons sujets que j'ai traités dès le début, c'est exactement, on est à la bonne place. Et ça m'a permis aussi de confirmer les invités que j'ai envie d'avoir sur le podcast. Donc, j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai une série d'entrevues que j'ai préparées depuis plusieurs semaines, voire mois. Et c'est des vraies pépites parce que je me trouve chanceuse de les avoir derrière mon micro. Parce que pour moi, ça fait partie de cette conception qu'on est des humains et on ne peut pas vivre seul. Et je t'encourage à avoir toujours, je le dis souvent, cette démarche scientifique-là, d'avoir des avis en fait, d'autres avis, d'autres lectures, d'autres podcasts pour voir un peu comment les autres pensent. Et ça fait partie de l'intelligence collective. Et en tant qu'humain, ce qui nous différencie clairement des animaux, c'est cette capacité de communication et de voir les autres dans cette curiosité de dire tiens, comment les autres peuvent penser. Et que j'ai vraiment l'honneur d'avoir des invités très très smart, très intelligents qui ont écrit des livres. Moi, il y a 10 ans, si tu me disais que j'allais interviewer des auteurs de livres que j'ai lus, je dirais mais c'est impossible, t'es pas journaliste ou t'es pas, créatrice d'émissions quoi. Et là le fait d'arriver à ce point-là, de faire des entrevues avec des personnes dont j'ai lu le livre, je trouve ça impressionnant. Bref. Ça c'est le côté un peu teaser pour dire ok attends la semaine prochaine pour voir ma prochaine invitée. C'est une femme, oui, et j'ai bien hâte de te la présenter. Je reviens avec la deuxième raison pourquoi je parle d'humilité. En fait, c'est à cause de mon ordinateur. Oui, j'ai un nouvel ordinateur depuis quelques mois. C'est un Mac, sans faire la pub de Apple. Et lorsque, je ne sais pas si tu le sais, mais lorsque tu achètes un Mac, tu as... En fait, je ne sais pas si c'est 6 mois, 1 année. Bref, on a accès à leur plateforme de streaming. Regarder les séries et les films. Et du coup, j'ai découvert Ted Lasso, la nouvelle série qui fait fureur. En fait, nouvelle, non, parce que moi, je l'ai découvert cette année, mais ça fait au moins, je pense, 2 ans, je crois, qu'elle est sur la plateforme. Et j'ai arrêté carrément, en fait, l'épisode et j'ai écrit ce que Ted Lasso, qui est le personnage principal, pour écrire ces mots et j'ai commencé à écrire le podcast. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Donc l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi-même, mais penser moins à soi. Donc c'est une posture. Et une posture que je m'efforce moi personnellement à adopter, d'incarner le plus possible. Que ce soit dans mes sessions de coaching, mes formations, mes ateliers, même lorsqu'on est dans notre vie de tous les jours. Et en tant que formatrice, c'est normal d'être constamment d'ailleurs confrontée à des situations. Parce qu'à la fois, j'enseigne et j'apprends à découvrir les personnes, différentes méthodologies. Il y a juste 1 mois de ça, je suis partie à Montréal pour apprendre une nouvelle méthodologie de facilitation. Donc, ça veut dire une nouvelle façon, en fait, d'animer des sessions de travail avec les équipes. Et c'est toujours intéressant parce qu'il faudra vraiment mettre son ego de côté, parce que ça fait 15 ans que je fais des animations d'ateliers.
Et si j'avais pas mis mon ego de côté, donc j'aurais pas été si curieuse intellectuellement. J'aurais pas posé les questions, j'aurais pas poussé la réflexion d'aller loin. En fait, c'est ça. Et pour moi, c'est ça l'humilité intellectuelle. Ça devient une véritable force. Car ce n'est pas un acte de modestie, c'est une ouverture d'esprit et une volonté d'apprendre. Cela dit, comme tout, l'humilité peut avoir aussi ses limites. Et puis, qu'est-ce que cela signifie, l'humilité ? J'ai vu dans le Larousse, le Robert, c'est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. C'est-à-dire, c'est une forme de modestie. Il y a une petite flèche, donc il y a un résultat de l'humilité, c'est de la modestie. Donc, ça veut dire un caractère humble, c'est quelqu'un qui est modeste. Si je reviens toujours avec cette définition-là d'humilité, ou ses limites, en fait, c'est que dans certains cas, oui, c'est important de trouver un équilibre, en fait, entre l'humilité et l'assertivité. Ce que je dis beaucoup à mes clients, être humble, ce n'est pas finalement renoncer à son autorité ou renoncer à son leadership. En fait, il s'agit plutôt de reconnaître ses forces tout en restant ouvert aux perspectives des autres. Et pour moi, cela renforce beaucoup la confiance, le courage, la collaboration, sans laisser place à l'indécision. Parce que l'indécision, c'est un killer d'équipe, c'est un killer de cohésion d'équipe lorsqu'on est indécis. Et du coup, vu que pour moi, l'humilité, c'est une question d'ouverture d'esprit, c'est pas toujours facile, parce que nous sommes tout le temps tentés de défendre nos idées, que ce soit des idées préconçues ou peut-être des bonnes idées. Surtout dans un environnement, mettons, professionnel, où on sent que notre expertise est en jeu. D'ailleurs, il y a eu des recherches qui ont souligné que reconnaître ce que nous ne savons pas peut en fait conduire à des percées significatives, non seulement dans notre carrière, mais aussi dans nos relations. Parce que oui, le dire « je ne sais pas », c'est comme si tu deviens très humble, tu deviens humain. Et pense-y, imagine-toi dans une équipe. Est-ce que tu préfères que quelqu'un, mettons un collègue, va te dire « je ne sais pas », ou le parfait petit élève, ou le monsieur et le madame « je sais tout ». Et du coup, dans cet épisode, j'aimerais en fait parler de l'importance de l'humilité, de la manière dont elle peut transformer ta posture professionnelle et ton impact en fait dans ton organisation. Donc l'humilité, elle devrait être authentique. Et ça veut dire quoi ? C'est reconnaître tes forces, tes faiblesses, sans te diminuer ni minimiser tes réalisations. Et contrairement à la fausse modestie, parce qu'il y a une fausse modestie, donc une forme de fausse humilité, qui cherche souvent à attirer des compliments ou de l'approbation. C'est ça la fausse modestie. Donc la fausse modestie, c'est de dire moi je suis attiré par les compliments, l'approbation, je veux l'approbation des autres. La véritable humilité te permet de rester sincère et ouvert. C'est ce que j'appelle être authentique en fait. On est ouvert, puis on le dit clairement, voici mes forces, puis voici mes compétences. Et peut-être que j'ai pas de l'intérêt à me développer dans tel secteur, ou tout simplement je ne connais pas la réponse. Donc imagine, admettons une situation où tu fais face à un conflit de travail. Si tu admets que tu as fait une erreur avec une certaine humilité, non seulement tu résous le conflit, mais tu renforces aussi la confiance et la collaboration en ton équipe. Donc si tu dis, peut-être effectivement j'ai élevé la voix lors de cette rencontre, ou effectivement j'ai peut-être été trop rêche dans ma façon d'argumenter puis de donner mon avis, ça montre une forme de vulnérabilité et que tu es une personne qui est vulnérable et qui est conscient en fait de ses zones de travail. Donc c'est une capacité à reconnaître et à accepter un peu tes imperfections, ainsi que celles des autres, et créer un environnement de travail qui est harmonieux, qui est productif. Donc, qu'est-ce que disent les recherches du coup sur la définition ? Alors, les chercheurs définissent plus simplement l'humilité comme le degré auquel les gens reconnaissent que leurs croyances peuvent être fausses. Rappelle-toi la définition d'une croyance versus les valeurs. En fait, les croyances, c'est ce qu'on pense être vrai. Et les valeurs, ce qu'on pense être important pour soi. Et du coup, les croyances, vu que c'est ce qu'on pense être vrai, les gens humbles, donc c'est des personnes qui reconnaissent ce qu'on croit peut être faux. Donc, ce qu'on pense être vrai peut être faux. Ou quelque chose qui est partiellement vrai ou partiellement faux. Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que, c'est-à-dire tu es une personne humble si tu as cette capacité de remettre en cause tes croyances en fait. Et bien que rarement on a l'impression que croyances sont fausses, parce que c'est pas évident, parce que si on a la conviction que la Terre est ronde, quelqu'un qui vient convaincu que la Terre est plate, ça vient nous chercher parce qu'on va dire mais
comment ça se fait? Il va penser que la Terre est plate. Le chercheur dont je fais référence, il s'appelle Mark Leary, et ce qu'il dit, c'est cette citation. Bien sûr, nous avons rarement l'impression que nos croyances sont fausses, et nous devons généralement nous comporter comme si nos croyances étaient vraies. Sinon, nous serons paralysés par l'incertitude. Mais les gens qui font preuve d'une grande humilité intellectuelle gardent à l'esprit que tout ce qu'ils croient être vrai peut être faux. Et par conséquent, ils pourraient avoir besoin de réviser leur point de vue à tout moment. C'est intéressant parce que ça nous met en fait en pleine face que dans certains cas, on a besoin d'avoir des croyances parce que sinon on ne sera pas réalisé par l'incertitude. Et moi je trouve ça puissant parce que c'est encore cette prise de conscience que oui, on a besoin de croyances parce que sinon on ne peut pas donner du sens à à notre vie, à notre travail. Si on ne croit pas à quelque chose, on pense que c'est vrai. C'est pour ça tout à l'heure j'ai fait un rappel par rapport aux valeurs. C'est toujours intéressant de ramener qu'est-ce qui est important pour soi et non ce qui est vrai pour toi. Parce que ta vérité n'est pas ma vérité. Et du coup, c'est intéressant de voir par contre, qu'est-ce qui est important pour toi. Quand on dit à quelqu'un, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est comme si on rentre dans un champ, le champ d'intérêt de l'autre personne. Toujours dans l'étude de Leary, pour lui, les personnes d'une grande humilité intellectuelle, très préoccupées par la qualité des preuves de leur opinion. Donc c'est des personnes, avant de dire quelque chose, ils vont faire des recherches. Donc ils vont pas dire oui, alors pour faire ça, il faut faire ça. Donc c'est des personnes qui ont un peu le doute de soi, mais c'est pas un doute maladif, c'est un doute, je l'appelle le doute scientifique. Donc une autre étude d'ailleurs suggère que les personnes intellectuellement humbles vont consacrer plus d'efforts à lire des points de vue contraires aux leurs et qu'elles sont beaucoup plus intéressées à comprendre pourquoi les autres gens, sont en désaccord avec eux. Comment ça se fait que tu penses autrement? Et les personnes qui font preuve d'une grande humilité intellectuelle, ils ont du coup une forme de curiosité très systémique, c'est-à-dire des personnes qui vont pas juste poser des questions du pourquoi, ils vont essayer de comprendre ton raisonnement, tes systèmes de raisonnement, et ils vont avoir la motivation pour rechercher aussi des nouvelles connaissances, des nouvelles idées. Donc c'est des personnes qui, oui, ils vont aller chercher, ils vont lire, ils vont se documenter. Donc, il est important pour moi de noter que cette humilité intellectuelle implique du coup une capacité à aussi avoir ses propres limites. Pourquoi? Parce que on a tous une limite. Personne n'est parfait, personne n'est superwoman, on a tout le temps des limites. Et juste l'idée, c'est de savoir, ok, j'ai une limite. Voici ma zone de confort, voici ma zone d'excellence, voici ma zone de génie. Et puis, dans certains cas, je suis incompétente. Je suis désolée de te le dire. Mais je suis incompétente et toi, tu es incompétent. Moi, je suis incompétente à piloter un avion, à faire une chirurgie cardiaque. Et c'est correct aussi de se dire, je suis incompétent à faire ça. Par contre, j'ai aucun regret en fait d'être incompétent dans la chirurgie et dans le pilotage d'un avion. Ça m'intéresse pas. J'ai un ami à mon mari qui voulait être pilote. Donc, ce qu'il a fait, il a fait sa licence, puis il s'est même acheté un petit avion, puis puis je ris parce que lors du confinement, je me suis dit, mon Dieu, il n'y a plus de vol entre Alger et Montréal, je me suis dit, si je lui demande de m'emmener à Alger, du coup, je me suis dit, je prends un billet avec lui, puis voilà, c'est un petit clin d'œil à André, qu'on embrasse. Donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est de savoir, c'est quoi mes limites, puis c'est correct aussi d'avoir ses limites. C'est ne pas se sentir surhumain en fait, c'est ça l'humilité, c'est être conscient de ses propres forces et de ses propres limites. Donc là maintenant, je vais te proposer 5 clés pratico-pratiques pour adopter justement cette humilité en fait intellectuelle. Le premier, j'en parle encore, c'est admettre et reconnaître ses limites. C'est la première étape, c'est de dire ok, ouvertement, je ne sais pas tout, il est possible que je me trompe. Surtout dans l'opinion, de dire il se pourrait que je me trompe. Deuxième clé, c'est de pratiquer l'écoute. Pour moi, l'écoute, c'est essentiel. Parce que ce que je disais tout à l'heure, écouter, ça veut dire rentrer dans le champ lexical de l'autre personne. C'est vraiment utiliser ce que j'appelle l'écoute active. Et pour moi, l'écoute active, c'est pas une écoute juste « ok, je reformule pour comprendre ce que tu dis ». Non, l'écoute active, c'est pas formuler, c'est utiliser un peu du verbatim, c'est-à-dire utiliser les mêmes mots que la personne a utilisés pour essayer de comprendre son monde à elle ou son monde à lui du coup,
pour essayer, qu'est-ce que tu essayes de dire. Après, il y a l'écoute empathique. L'empathie, c'est d'essayer de te mettre dans la place de l'autre personne, puis qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, et ainsi de suite. Donc, l'écoute peut avoir plusieurs formes et plusieurs attitudes, plusieurs postures. Je t'encourage à la développer le plus possible. Puis je sais que tu le sais, puis c'est drôle parce que hier, je parlais à une très bonne amie à moi, que j'ai eu déjà en coaching, donc je l'ai coachée. Puis on devait travailler là-dessus, développer son écoute. Puis hier, pendant que je lui parlais, on parlait d'autres choses, rien à voir avec le coaching. Puis je la voyais encore avoir du mal à être dans l'écoute. C'est très... Et c'est fou, je pense que les personnes qui s'aperçoivent le plus de ça, c'est peut-être les coachs, parce qu'on doit développer cette capacité d'écouter. Et peut-être les personnes qui ont fait un vrai travail sur soi pour développer cette capacité d'écoute. Parce que c'est quelque chose qui est certes pas évident, mais qui est tellement un levier dans les relations que tu peux avoir avec les autres. Troisième clé, c'est chercher à comprendre avant d'être compris. C'est-à-dire avant de prendre exemple, de présenter ton point de vue, l'idée c'est de faire un effort pour comprendre la position de l'autre personne. Et c'est même avant d'argumenter en fait, c'est essayer de comprendre l'autre personne. Ça vient un peu avec pratique l'écoute, mais dans une quête de compréhension de l'autre personne. D'aller dans des questions un peu exploratoires, de dire tiens, qu'est-ce qu'elle essaye de parler. Tout à l'heure, on a parlé de valeurs versus croyances. Donc, si moi, j'ai des valeurs et j'ai des croyances, ce serait quoi les valeurs et les croyances de l'autre personne? Puis c'est ainsi de suite. Quatrième clé, et non la moindre, je pense que le quatrième point, il mériterait même un épisode de podcast, c'est l'art de recevoir les feedbacks, les fameux feedbacks, quelle que soit la personne qui te fait des retours. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai dû travailler beaucoup, surtout quand je me suis lancée. Dernière clé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je le mets comme une clé essentielle, c'est diversifier ses sources d'informations. Parce que pour éviter ce que j'appelle avoir un discours polarisé, parce qu'on le voit souvent en ce moment, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur les médias, ça devient je t'aime ou je te déteste, ou je suis d'accord ou je suis pas d'accord. On a polarisé le discours. La polarisation de ces discours, ça crée ce qu'on appelle un écho sur les systèmes de croyances. Donc c'est dangereux parce que ça peut nuire l'environnement de travail, ça peut nuire dans les relations. Donc c'est toujours intéressant de diversifier les sources d'informations, aussi variées que possible. Donc pour moi, l'humilité, c'est comme un voyage finalement. C'est un voyage continu de découverte, de redécouverte, un chemin en fait qui nous permet de construire des mini-ponts en fait avec les autres personnes. Non seulement ça nous permet de toujours être dans un chemin qui est notre chemin à nous, mais de temps en temps d'aller à droite, à gauche, d'avoir des petits ponts, d'aller voir les autres. Puis c'est avec les expériences et les interactions qu'on a avec les autres qu'on s'enrichit. Et je vois comme des petits cadeaux de la vie. Donc tu prends un petit chemin à droite, tu as découvert telle personne. Ah tiens, tu prends avec toi, exemple des fleurs. Et ces fleurs-là, ils vont parsemer ton chemin. Et là, tu es en train de te découvrir, tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir en tant que personne grâce à tous ces petits cadeaux, ces petites fleurs, ces petites pierres que tu ramasses et qui construisent ton chemin. Voici la fin de cet épisode. J'ai hâte de te retrouver dès la semaine prochaine pour la suite. Et j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.